Bonsoir et bienvenue à cette édition Le Sommaire. Le gouvernement béninois compte revoir l'organisation de certaines institutions de la République telles que la Cour suprême, la Cour constitutionnelle. À cet effet, des projets de loi sont annoncés au Parlement national. Un atelier de renforcement des capacités des journalistes et acteurs des médias sur la protection des réfugiés, des migrants et des personnes apatrides a démarré ce 14 avril à Cotonou. Dans cette édition, les avantages de cette formation sont relevés par Dieudonné Daguito, directeur exécutif d'Amnesty International Bénin. Claude Ghislaine Fagbourou, la directrice du COUSACE, a procédé au lancement de la campagne de salubrité sur les campus de l'UNSTIM à Dassazoumé mercredi dernier. L'intérêt de la dite activité à découvrir dans cette édition. Bienvenue à nouveau. Bientôt, certaines institutions de la République du Bénin connaîtront des changements. Il s'agit notamment de la Cour constitutionnelle, la haute autorité de l'audiovisuel, de la communication, le Conseil économique et social et la Cour des comptes. Des projets de loi organiques liés à ces institutions de la République sont inscrits à l'ordre du jour de la première session ordinaire au titre de l'an 2022, ouverte ce jeudi à l'Assemblée nationale. Le porte-parole de l'hémicycle a apporté des clarifications sur certains projets de la loi organique, selon James William Gbagidi, avec la révision de la Constitution intervenue en 2019 avec la création de la Cour des comptes. Les prérogatives spécifiques qui étaient celles de la Cour suprême comportant des activités de la Cour des comptes sont retirées de la Cour suprême et attribuées à l'instance qui doit les exercer de façon normale. Il a fait cette déclaration, il faut le préciser, au cours d'une sortie médiatique, occasion de l'ouverture de la session ordinaire sur le plateau de télévision du Parlement. Le directeur administratif et financier de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication a démissionné de son poste. Abdoul Rahimi Moussa Batoko a déposé sa lettre de démission au président de l'ARAC. Pour l'heure, les raisons de son départ restent inconnues. La représentation multi-pays du Sénégal pour le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés qui couvre le Bénin en collaboration avec la section béninoise d'Amnesty International organise un atelier de renforcement des capacités des journalistes et acteurs des médias sur la protection des réfugiés, des migrants et des personnes apatrides ou à risque d'apatridie. La formation a connu son prologue hier jeudi 14 avril dans la salle de conférence de l'hôtel KTA à Oualogédé. Je vous invite à suivre Dieudonné Daguito, directeur exécutif d'Amnesty International Bénin, au sujet des avantages de la dite formation en cours. Il est au micro de Kanté Amoussou et Francis Farami. Chers participants, à l'issue de cet atelier dont les objectifs vous seront présentés tout à l'heure, vous serez outillés sur l'environnement mondial, régional et national de prévention et de lutte contre la patrie. Vous serez appelés à être des acteurs majeurs pour une augmentation significative du nombre d'articles de presse et de contenus médias portant sur la question des réfugiés et la patrie au Bénin. Vous serez également encouragés à appuyer nos efforts d'éducation aux droits humains pour une bonne perception de la population locale envers les réfugiés et les personnes en situation ou à risque d'apatrie. Cette formation, comme vous aurez l'occasion de le voir, comprendra des sessions avec des présentations faites aussi bien par le HCR, des universitaires, des acteurs gouvernementaux et de la société civile ayant une solide expérience dans le domaine. Madame la Présidente, chers participants, nous ne voulons pas que votre réseau soit un réseau de plus, ni que le présent atelier soit un atelier de plus. C'est pourquoi nous espérons compter sur vous pour initier d'audacieuses et impactantes activités, mais aussi à nous accompagner dans le plaidoyer législatif et dans l'éducation des diverses couches et divers acteurs de la société sur leur rôle et responsabilités, leurs droits et devoirs, afin que le pari d'un environnement protecteur pour tous, réfugiés et demandeurs d'asile, et que les facteurs susceptibles d'empêcher cet environnement soient relevés au second plan.
Depuis plusieurs semaines, le Bénin fait face à une hausse généralisée du prix de nombreux biens de première nécessité. Pour y faire face, le gouvernement béninois a opté pour certaines mesures d'allègement. Dans les ménages, le constat reste mitigé. Ce reportage de Quentin Amoussou et Francis Farami nous édifie un peu plus sur la situation. Depuis plusieurs semaines, le Bénin fait face à une hausse des prix des produits de première nécessité. Pour faire face à cette situation, le gouvernement a opté pour des mesures d'allègement, mais ces mesures n'ont pas leur efficacité dans tous les ménages. Les étrangers qui venaient auparavant disaient que la nourriture au Bénin c'est moins cher, hein. Mais aujourd'hui c'est un petit pays de New York que Cotonou est devenu. Mais nous on était la fois passée à Boycon, à Zogodo mais plutôt. Mais le pain qu'on a acheté là-bas à 100 francs, c'est différent de pain de 125 ou 250 d'ici. Pourquoi il y a tout un décalage comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Donc, le gouvernement et ses organes n'ont qu'à prendre leurs responsabilités pour parer à cette éventualité. Sinon, vraiment, ça ne va pas. Ça ne se concrétise pas sur le terrain. Ça, c'est sur le papier, ça. Parce que nous, on constate que le panier de la ménagère continue d'être désespérément vide. Les Bénins ont trop serré la ceinture. Mais jusqu'à présent, on sait qu'il y a des chocs exogènes qui ne dépendent pas du Bénin. Mais néanmoins, il y a eu des mesures d'accompagnement. Malgré tout ça, on continue de sentir la cherté de la vie. Mais nous, les populations, on ne sent pas la chose. On ne sent pas la chose. Et peut-être que c'est une minorité qui sent la chose. Il existe cependant des approches de solutions qui peuvent permettre de faire face un peu plus efficacement à cette situation. La société au NASA, là, on allait quand même pas faire disparaître ça, on allait quand même faire des réformes là-dessus, hein? C'est-à-dire lui donner un nouveau souffle pour pouvoir, parce que c'est elle là qui stabilise les prix surtout des céréales. Parce qu'au moment où les céréales sont moins chères, elle en achète beaucoup pour stocker. Et dès que ça commence à prendre, le prix augmente, en ce moment, elle sort pour stabiliser le prix. Mais maintenant, voilà, le NASA a disparu et maintenant, bonjour les dégâts. Des non financiers coton bon. Bon, mais non, mon coton, ton nabilé. Bon, journaliste, bien, à demander ni bloc mon bon, djinu koule de sous, ni na quantité d'agbe. Bon, nous ni togudo, beaucoup auto, mais me fille. 2000 sous, mais mon doigt, mais à ça, togudo. Donc, les talents, tout nous gandhi, et tout nous gandhi. La hausse de ces prix dépend également d'autres causes externes au Bénin. Code de l'information et de la communication, des obstacles à sa mise en œuvre 7 ans après. C'est le thème de la première causerie de Café Média Plus de ce vendredi 15 avril 2022 à la Maison des médias Thomas Méançon de Gbedjro-Médé. Invité au cours de cette causerie, Michel Arono, journaliste promoteur des entreprises palmarès et membre du CNPA, a évoqué les insuffisances du Code de l'information et de la communication. Je vous invite à le suivre au micro de Quentin Amoussou. Il y a certaines dispositions que les pouvoirs publics donnent l'impression de ne pas vouloir appliquer. Lesquelles? Et il y a les dispositions que les professeurs des médias eux-mêmes ne travaillent pas à ce que ça soit rendu applicable. On y va. Quand je prends les pouvoirs publics par exemple avec les avantages liés à la détention de la carte de presse par un professionnel des médias, c'est les pouvoirs publics qui prennent la décision. Depuis 2012, le président Yahya Boni avait signé un décret qui porte sur les avantages liés à la détention de la carte de presse. Ce décret, entre-temps, les organisations professionnelles ont fait encore de nouvelles propositions pour enrichir le contenu. Mais nous n'avons pas eu gain de cause. Par rapport au titre de voyage, par exemple, lorsque vous êtes journaliste, que vous devez aller, par exemple, pour des séances de recyclage, ou bien vous devez faire des voyages d'études, ou bien que vous avez
vous avez un voyage à faire tout court et que vous êtes un professionnel des médias, lorsque vous êtes détenteur de la carte de presse, il y a un certain nombre de facilités que la loi permet aux différents organismes de l'État de vous accorder pour vous faciliter la tâche. De quoi, à savoir, par exemple, nous avons cité avoir lu dans le décret portant les avantages liés à la détention de la carte de presse, des réductions sur les tarifs de voyage, des réductions par exemple lorsque vous voulez faire certains achats concernant certains matériels du travail, lorsque vous voulez opérer certains achats dans les supermarchés, lorsque vous devez faire des commandes par rapport à la communication, même par rapport à la réduction, vous ne voyez pas que ça paraît bizarre que les médias en ligne soient obligés donc de mettre une grande fortune dans l'accès à la connexion Internet alors qu'ils sont dans le service de l'information, que l'information est d'origine publique, ainsi de suite. Il y a beaucoup de choses. Donc, nous avons apporté des contributions à la part de l'école, mais le minimum qui était prévu n'a même pas été mis en œuvre. On ne s'est pas exprimé individuellement, mais je crois que la revendication a été portée par les organisations professionnelles. Oui, bien sûr, l'UPMB a porté ça, le CNPA l'a porté. En tant que moi, j'étais au bureau du CNPA, on a travaillé sur les trucs, l'amélioration du décret dont je vous ai parlé. J'étais encore au patronat quand on a travaillé dessus. Donc, je crois que lorsqu'il y a une loi, lorsqu'une loi est votée... Et pendant 10 ans, vous n'avez pas eu de Attendez. Lorsqu'une loi est votée et promulguée par le président de la République, le garant de l'application de la loi, ce ne sont pas les professionnels des médias. Toujours au Café Média Plus de ce vendredi 15 avril, Franck Kinivo, expert des questions de décentralisation, a opiné sur le thème suivant: intronisation et choix des secrétaires exécutifs dans les mairies, implication et organisation. Au cours de l'entretien, il a dénoncé les insuffisances du Code de l'administration territoriale. Suivons-le au micro de Quentin Amoussou. Si après le tirage, il y a désistement, c'est que la condition que l'alinéa 2, l'alinéa 3 de l'article 130 prévoit, c'est-à-dire si un maire est dans l'incapacité du fait d'un désistement de nommer un secrétaire exécutif, c'est normalement le ministre de la décentralisation qui lui propose un agent de l'État, et au bout de 2 propositions, le maire peut refuser, mais la 3e proposition s'impose à lui. Maintenant, au niveau du comité, ils ont estimé que entre les désistements notés et ce qui est prévu à l'alinéa 2 de l'article 130, la condition de l'alinéa 3 n'est pas encore remplie. Si vous lisez bien, on dit qu'ils sont tirés au sort sur une liste nationale d'aptitude. Ensuite, on dit que celui qui est tiré au sort peut se désister. Et troisièmement, on dit que si un maire se retrouve dans l'incapacité de nommer un secrétaire exécutif du fait de ce qui est prévu à l'alinéa 2, c'est-à-dire d'un désistement, le ministre lui propose un agent de l'État en remplacement du secrétaire exécutif qui s'est désisté. Pour moi qui n'a pas eu accès au décret d'application, après le premier désistement, on ne devrait plus faire un tirage au sort. On devrait rappeler, pour qu'il puisse proposer quelqu'un. Maintenant, on peut supposer, tout dépend de la formulation. On peut supposer que le ministre, avant de faire une proposition, aille organiser un tirage au sort. On peut supposer ça. Donc, ça veut dire que la seule condition qui est exigible en ce moment, c'est que la personne tirée au sort soit un agent de l'État.
Le Centre des œuvres universitaires et sociales d'Abomey-Calavi, Kousassé, a lancé mercredi dernier depuis l'École nationale des biosciences et biotechnologies de Dassazoumé une campagne de salubrité sur les campus de l'UNSTIM. Claude Ghislaine Fagbourou, la directrice du Kousassé, explique l'intérêt de cette activité pour la communauté estudiantine. Je voudrais vraiment vous remercier pour votre mobilisation autour de cette activité qui témoigne de votre attachement à la cause de l'environnement en milieu universitaire. Malgré nos efforts pour assainir votre cadre de vie, nous constatons toujours une certaine insalubrité dans nos centres universitaires. C'est pour cela que nous avons, avec le président de la FESTIM, accepté cette activité dans l'arbitrage du PTA pour nous permettre de nous retrouver afin d'assainir notre cadre de vie. Parce que souvent, surtout quand les étudiants entrent en résidence universitaire, nous avons beaucoup de difficultés, malgré le fait que nous ayons des prestataires qui viennent faire le nettoyage. Nous constatons que ce n'est pas aussi propre que nous le souhaitons. Donc c'est pour ça que nous avons commencé cette activité de salubrité au centre de Dassa. Mais nous n'allons pas nous arrêter à Dassa. Ça va se faire dans tous les centres universitaires de l'UNSTIM. Nous commençons aujourd'hui, nous allons continuer. Et le recteur est venu au secours, à la rescousse, en disant que lui-même, il va organiser des journées de salubrité. Vous voyez, donc, rectorat et course main dans la main pour assainir notre cadre de vie. Donc, ça se fera non seulement à Dassa, mais à Lokossa, Dogo, Abomey, pour que nous soyons plus propres. Nous irons plus loin. Nous pourrons même décerner un prix pour le centre le plus propre. Donc ce n'est pas un travail d'un jour, c'est un travail de tous les jours. C'est pour cela que nous allons mettre en place un suivi avec l'aide de vos responsables étudiants pour que ça continue. Ne croyez pas qu'on a fait ça aujourd'hui, oui, la caméra est venue et puis c'est terminé. Non, non, non. Je ferai des visites à l'improviste dans tous les centres pour voir si ce que nous avons commencé aujourd'hui, vous avez continué. Et c'est filles et garçons. Ce n'est pas filles seules. Aujourd'hui, on dit que le balayage, là, ce n'est plus réservé aux filles. En faisant ça, nous allons réduire l'incivisme qui est dû aux déchets. Quand on mange, là, on jette les choses n'importe où. Non, ce n'est pas bon. Quand nous finissons de manger, nous allons jeter les déchets dans les poubelles. N'est-ce pas? Ça nous réduit la tâche. Parce que si nous jetons ça par terre, il nous appartiendra encore de ramasser ça pour mettre ça dans les poubelles. Donc, nous allons essayer d'avoir des gestes qui encouragent tout le monde, d'avoir des gestes qui assainissent l'environnement. C'est très, très important. Je voudrais terminer mes propos, je ne vais pas être très longue, en remerciant Madame la ministre de l'Enseignement supérieur de la Recherche scientifique, qui a accepté notre PTA. Et c'est dans ce PTA que nous sommes en train de dérouler avec toutes ces activités-là. Vous avez vu, on a démarré il y a un certain temps et on continue. Une nouvelle fait le tour des réseaux sociaux annonçant la mort de l'artiste chanteur béninois Dometok. Contacté par Benechek Info, le manager de l'artiste a démenti l'information. Il a ajouté que sa page Facebook a été piratée par des individus non identifiés encore. Pour la fausse rumeur a été démentie aussi par l'animateur principal d'une émission d'une radio de la place. Ce dernier a confié avoir reçu
reçu l'artiste sur son plateau ce vendredi vers 10h45. L'artiste, pendant l'émission, a démenti sa mort. La mort de Dometok a été également démentie par un membre de sa famille. Selon les rumeurs relayées sur la toile, Dometok aurait été abattu par des malfrats hier jeudi. Ils lui ont tiré dessus lorsqu'il a voulu s'opposer à eux. L'artiste l'a démenti au cours de l'émission. L'actualité hors de nos frontières est un condensé des actualités en Ukraine, en Russie, en Taïwan et en Chine. Une compilation signée Colombe Oussou. Le Rassemblement du peuple de Guinée, parti de l'ex-président Alpha Condé renversé par un punch en septembre 2021, a annoncé jeudi soir suspendre sa participation aux assises nationales qui doivent durer jusqu'au 29 avril. Le RPG proteste ainsi contre la détention de plusieurs de ses responsables. Ibrahima Kassori Fofana, dernier premier ministre de Alpha Condé, et 3 ex-ministres ont été incarcérés le 6 avril, mais aussi pour dénoncer le flou savant entretenu autour du statut du président Alpha Condé. L'ex-chef de l'État, qui a passé 11 ans au pouvoir, a été renversé le 5 septembre 2021 par le colonel Mamadi Doumbouya, qui s'est fait investir depuis lors président de la République. Ce dernier n'a toujours rien dit sur l'échéance à laquelle il entend honorer son engagement de rendre le pouvoir à des civils élus. Alpha Condé s'est rendu mi-janvier aux Émirats arabes unis pour être soigné avant de rentrer en Guinée le 9 avril. Un militant taïwanais pro-démocratie emprisonné en Chine depuis 5 ans est rentré ce vendredi 15 avril sur l'île après avoir purgé la totalité de sa peine dans une affaire qui a tendu les relations entre Pékin et Taipei. Des médias locaux ont retransmis en direct des images de l'arrivée de Li Mingchi à Taïwan. L'activiste avait été arrêté en mars 2017 lors d'un voyage en Chine continentale, puis détenu clandestinement pendant des mois avant que son sort ne soit finalement révélé. Au 51e jour de l'invasion russe de l'Ukraine, ce vendredi 15 avril, au lendemain du naufrage de son vaisseau amiral en mer Noire, la Russie menace aujourd'hui d'intensifier ses attaques sur Kiev après avoir accusé l'Ukraine de bombarder des villes sur son territoire. La Russie annonce avoir détruit une usine d'armement en banlieue de Kiev et assure que les frappes sur la capitale ukrainienne vont être intensifiées pour répondre aux attaques menées par l'Ukraine en territoire russe. De puissantes explosions ont été entendues à Kiev très tôt ce vendredi. Il semble s'agir des plus importantes explosions dans la capitale ukrainienne et ses environs depuis que l'armée russe s'est retirée de la zone plus tôt ce mois-ci en vue d'un redéploiement dans le sud et l'est du pays. Les autorités russes ont annoncé que le croiseur russe Moskva a coulé en mer lors de son remorquage après avoir subi des dégâts à la suite d'une explosion de munitions causée par un incendie. L'Ukraine avait dès mercredi soir déclaré avoir frappé ce navire avec des missiles Neptune et qu'ils avaient sombré peu de temps après. La perte du croiseur Moskva est un coup dur pour la flotte russe dans la région, a déclaré jeudi le porte-parole du Pentagone. Se faisant compter parmi les observateurs, le président de la Fédération béninoise de boxe a suivi avec attention la rencontre opposant Dynamo d'Abomey à BKFC le mercredi 13 avril dernier. À l'issue de la rencontre, Pierre Rinvy a commenté la prestation de l'équipe leader de la Super League Pro après la 10e journée. Écoutons-le au micro de Anaël Dohou. J'avoue que j'étais très étonné depuis les tribunes. J'étais très étonné quand je vois l'équipe qui aujourd'hui est à la tête de ce championnat jouer. Mais il a fallu que je descende à la fin pour qu'on me dise qu'il y a 7 titulaires qui n'ont pas joué. Et là je suis redescendu. Parce que j'étais resté sur ma faim. Ça, il faut avouer parce qu'il y a eu un peu de bévue, un peu de désordre sur le terrain. Mais j'ai appris finalement qu'il y a 7 titulaires qui n'ont pas joué. Ça veut dire que quelque part, on va se raviser. Et on va tirer coup de chapeau à l'entraîneur. Parce que n'importe quelle équipe qui joue en absence de 7 titulaires, franchement, ne peut gagner un match. Et là, ce qui m'a plu, c'est que j'ai constaté qu'il y a un portier titulaire qui s'est blessé. Et celui qui l'a remplacé était presque à même niveau
Mais là, franchement, je tire coup de chapeau aux dirigeants de l'équipe, je peux dire, d'Abomey Dynamo. Et j'encourage le coach, qui a été mon entraîneur au Real Sport de Parakou, à Parakou, et qui a maintenu alors ses compétences, et, son dynamisme, et tout résumé dans l'esprit d'humilité, n'est-ce pas? Franchement, il ne reste pas autre chose que de prier pour lui et pour qu'il puisse maintenir le cap. Nous allons nous mettre avec lui désormais pour que l'équipe d'Abomey ne sorte plus de cette position, n'est-ce pas, de première. Le président de la Fédération béninoise de boxe a profité de l'occasion pour faire le point de l'état actuel de la discipline qu'il préside. Il est toujours au micro de Anaël Dohou. J'avoue que la Fédération béninoise de boxe a commencé par mieux se porter parce que je suis venu constater, je peux dire, une discipline dans le baba. Et je loue, disons, la magnanimité du comité exécutif que je dirige aujourd'hui à ce niveau, parce que nous sommes en train de casser assez d'œufs pour faire de l'omelette. Voyez-vous, vous constatez avec moi qu'à l'image des jeunes filles qui sont en tournoi ici, dirigées par de très bonnes personnes, les moins de 15 ans, à leur image actuellement, je peux vous dire que j'ai mis au vert à l'intérieur de l'INJEPS à Porto-Novo des jeunes boxeurs de moins de 13 ans, qui pratiquement ont pour objectif d'aller participer aux Jeux olympiques de la jeunesse qui auront lieu au Sénégal en 2026. Il faut les préparer à partir de cet instant. Il faut avoir beaucoup plus à faire aux écoliers et aux élèves, parce que nous avons constaté que ce soit le football, que ce soit le handball, que ce soit le basketball et maintenant la boxe, il faut aller choisir les jeunes scolarisés, les jeunes qui vont à l'école, parce que toutes ces disciplines-là, c'est d'abord dans la tête. Il faut vraiment bien réfléchir pour être talent, pour être, disons, performant. Mais les limites au niveau de le sport, on a compris que c'était parce que nous avons des frères qui ont la volonté, qui s'y mettent, mais qui sont limités parce qu'ils n'ont jamais écrit, disons, en français. Voilà la réalité et c'est ce que nous sommes en train de préparer actuellement. Après 2 décennies, Younes Akinocho est de retour au Bénin depuis le jeudi 31 mars dernier. Sa venue s'inscrit dans le cadre de sa participation à l'Open House Cotonou by FBBB, organisé par la Fédération béninoise de basketball en partenariat avec Drills Paris. La vision de Younes Akinocho est de travailler à ce que le blason du basket 3 contre 3 au Bénin soit redoré. Il s'exprime au micro de Colombe Oussou. On m'a proposé de venir jouer pour le Bénin. Ça faisait 20 ans que je n'étais pas venu. Il y a un projet sérieux. Le président de la fédération m'a proposé un projet. Il faut que vous sachiez une chose. Là, on est là, nous, l'équipe, là. On est là, on travaille pour les jeunes qui vont arriver après. Donc nous, on ouvre la voie pour qu'après, les jeunes, ce soit plus facile pour eux. Et le Bénin 3-3, je pense qu'on peut aller loin. On est venu pour rester. Je repars en France parce que j'ai des obligations. Et je reviens dans 2 mois. Et on va travailler pour créer l'équipe qui ira en 2024. Ce ne sera peut-être pas nous, mais on fera en sorte qu'il y ait une équipe qui parte là-bas. Le niveau est différent. Déjà, avant tout le niveau, déjà, il y a la chaleur. On n'a pas ce temps-là, nous, en Europe. Là, il neigeait encore à Paris. Le niveau africain, le niveau européen, c'est différent. Les Africains, on en a une chose que personne ne pourra nous enlever. On est fort, on est costaud, on ne l'a jamais. C'est ça, notre force. On est costaud, on ne l'a jamais. En Europe, c'est différent, c'est plus technique, etc. Mesdames et messieurs, nous sommes à la fin de cette édition. Merci de votre attention. Excellente soirée à toutes et à tous et bon week-end.